Les jeunes Maliens s'impliquent dans la lutte contre le lancement des épreuves du brevet de technicien de juin 2024. 15 427 candidats au total repartis entre 244 centres à travers le pays. Le coup d'envoi a été donné ce lundi matin par le ministre de l'Éducation nationale au centre du lycée Kankou Moussa à Daoudabougou. Les jeunes Maliens s'impliquent dans la lutte contre le changement climatique. Une plateforme dénommée Youth for Climate, la jeunesse malienne s'engage, vient d'être lancée à Bamako. À travers cette plateforme, les jeunes Maliens pourront désormais unir leurs forces pour protéger la planète. Et dans Focus Santé, nous allons parler des règles douloureuses appelées dysménorrhée. Beaucoup de filles et de femmes souffrent de cette menstruation qui se manifeste par des douleurs au niveau du ventre. En sport, football, le Mali joue demain contre Madagascar à Johannesburg en Afrique du Sud. C'est pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un match important pour les Aigles qui sont 4e de leur groupe. Les enjeux de ce match Mali-Madagascar en fin d'édition. Lundi 10 juin, bonsoir, bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a reçu en audience ce matin le général de brigade Élisée Jean Dao, ambassadeur du Mali en République populaire de Chine. Une audience de mise en route du nouvel ambassadeur, la Chine étant un partenaire stratégique pour le Mali. Le nouvel ambassadeur devrait s'investir davantage pour le renforcement de la coopération entre Bamako et Pékin. Le compte-rendu de cette audience avec Garibou Pérou et Aruna Diara. Élisée Jean Dao représente désormais le Mali en République populaire de Chine. Avant de rejoindre son poste à Pékin, le dépositaire de l'autorité de l'État malien en Chine est venu recevoir les instructions du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Orientation qui permettent au nouvel ambassadeur de renforcer les relations de coopération entre le pays d'accueil et le nôtre. Avant que je ne puisse rencontrer le président, j'ai fait le tour de certains départements. Au niveau desquels j'ai pu recueillir leurs attentes par rapport à notre mission, mais aussi bénéficier de leurs conseils aussi. Alors, essentiellement, dans la synthèse de ces rencontres-là, ce qui a émergé, c'est surtout les questions liées à l'énergie, les questions liées aux infrastructures et puis à l'équipement, y compris des équipements agricoles, des équipements de santé, des équipements aussi industriels, mais aussi de transport. Donc, j'ai rendu compte au président de toute cette visite-là, et puis il m'a quand même dit très clairement que la Chine étant un partenaire stratégique du Mali en ce moment. Donc il est souhaitable que je puisse m'investir pour que la relation que nous avons avec la Chine puisse encore être plus importante. Et puisque vous savez aussi, en septembre prochain, il y a le sommet Chine-Afrique. Donc nous allons faire le précurseur pour travailler sur les différents dossiers, les différents projets, pour voir comment est-ce que notre pays peut au maximum profiter de ce sommet-là. La voix du Mali sera portée par les diplomates Dao. Pour réussir cette mission, le nouvel ambassadeur compte orienter les efforts vers la négociation pour aboutir à un partenariat à l'avantage de nos différents pays. Je dois aussi ajouter qu'il ressort donc des échanges avec le président que nous n'allons pas en Chine pour commander, mais nous allons pour échanger, nous allons pour proposer quelque chose. C'est un partenariat gagnant-gagnant que nous engageons avec la Chine. La situation que notre pays traverse est telle que la Chine, comme je viens de le dire, a prouvé donc sa fidélité, sa sincérité, donc comme un pays ami. Et c'est pourquoi nous aussi, nous allons travailler pour que cette amitié que nous partageons avec la Chine, nous puissions aussi la fixer, donc la mettre donc, plus haut. En tout cas, les instructions sont très claires. Travailler pour renforcer la relation avec la Chine de manière très importante pour le bénéfice exclusivement donc, de notre pays. Précédemment accrédité au Gabon, le nouvel ambassadeur du Mali en Chine a une somme d'expérience pour fournir les éléments et éclairer le gouvernement sur la conduite des affaires internationales. Par sa voix, notre politique gouvernementale sera mieux connue en Chine et les intérêts protégés, cela en lien avec les principes qui guident notre pays. Les étudiants de l'Institut des sciences politiques, relations internationales et communication (ISPRIC) ont été reçus cet après-midi par les membres de la Cour constitutionnelle. Cette rencontre a pris une allure de séance de travail et a été l'occasion pour les étudiants de comprendre le fonctionnement de la Cour, les procédures de désignation des membres et les arrêts rendus par cette Cour. Écoutons plutôt Aboubakrine Moussa Ag Infaï, coordinateur de la clinique juridique de l'ISPRIC. Il est au micro de Mamadou Fane. Nous avons un programme que nous suivons
qui rentre dans le cadre de notre formation académique. Donc au cours de ce programme, il y a la visite des institutions qui nous permet à nous les étudiants de cerner les institutions, leur fonctionnement. Donc aujourd'hui, nous avons eu l'occasion d'exécuter ce programme et nous avons visité la Cour constitutionnelle du Mali. Et celle-là nous permet de comprendre comment la Cour constitutionnelle fait le contrôle des lois organiques et des lois ordinaires. C'est ce qui explique notre présence aujourd'hui. Ils nous ont fait comprendre que la Cour elle est saisie pas par des individus, mais par des personnes bien précitées, qui sont dans la Constitution, article 147, le président de la République, le Premier ministre, 1/10 des Sénats, 1/10 des députés de l'Assemblée. Et nous avons également su qu'il y a un moyen qui permet à un individu, le justiciable, de saisir la Cour constitutionnelle par voie d'exception. Lorsqu'elle soulève l'exception d'illégalité au cours d'un procès, elle saisit la Cour suprême qui saisira à son tour la Cour constitutionnelle. Ainsi, nous avons été satisfaits énormément parce qu'au cours de notre formation, nous avons assez discuté de ces points et voir aujourd'hui que les 9 conseils de la Cour constitutionnelle reviennent encore sur ces points qui sont très cruciaux pour l'étudiant en droit. Donc notre satisfaction, elle est au 100%. Début ce lundi des épreuves du brevet de technicien de juin 2024. Ce sont 15 427 candidats au total repartis entre 244 centres à travers le pays. Ils composent pour le BT1 et BT2. Le coup d'envoi a été donné ce lundi matin par le ministre de l'Éducation nationale au centre du lycée Kankoumoussa à Daoudabougou. Reportage de Youssouf Diakité. Bonjour les 25 candidates. Les épreuves vont démarrer d'un instant à l'autre. Ceci lance officiellement les épreuves du brevet de technicien session de juin 2024 en République du Mali. Nous sommes au centre du lycée Kankoumoussa de Daoudabougou. La première enveloppe est ouverte ici par le ministre de l'Éducation nationale Amadoussi Savané et la directrice de l'Académie Rive Droite rassure que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des épreuves. Ici, nous sommes au lycée Kankoumoussa où il y a la filière SD. Ils sont en train de composer aujourd'hui en travaux d'application et de synthèse. Nous avons bénéficié d'une année scolaire très apaisée. Et donc, le conseil que je donne, c'est que les enfants doivent avoir confiance en eux et qu'ils restent sereins. C'est un ministre confiant qui lègue quelques conseils aux candidats qui sont au total 1204 pour l'Académie de la Rive Droite et 620 pour le centre du lycée Kankoumoussa. Ouais, les enfants passer leurs examens, c'est une joie, hein, parce que c'est promesse de diplôme engrangé, c'est promesse aussi de poursuite du parcours que chacune a commencé. Que chacun reste serein, parce que les sujets correspondent aux apprentissages qu'ils ont reçus durant cette année, une année fort tranquille sur le plan de son déroulement. À l'heure indiquée, tout était sur place et les responsables du centre rassurent que toutes les dispositions sont prises pour assurer la quiétude des examens. Le concours de la langue chinoise à l'intention des étudiants et élèves ont eu lieu vendredi dernier au lycée Askia Mohamed de Bamako. Cette compétition nationale permet de choisir les candidats qui vont représenter le Mali en Chine pour la phase internationale. Au terme de la compétition, les membres du jury ont porté leur choix sur 2 jeunes filles. Découvrons ensemble les 2 championnes des éditions 2024 avec notre reporter Souleymane Sidibé. Oumou Djakte, étudiante en langue chinoise, est la championne de la 23e édition du concours international de la langue chinoise au niveau universitaire. Au niveau secondaire, c'est Oumklousoun Kone qui porte la couronne des championnes. Les 2 jeunes dames représenteront donc le Mali à la phase internationale qui se tiendra en Chine dans les prochains mois. Je suis vraiment émue. C'est vraiment un honneur pour moi d'aller représenter le Mali en Chine. C'est la chance. Je veux aussi, une fois en Chine, redoubler encore d'efforts pour être la première internationale. Ce concours international est une plateforme importante qui regroupe les jeunes étudiants passionnés d'apprentissage de cette langue. Il est également une opportunité pour montrer leurs performances en chinois. Les candidats maliens à la finale mondiale du concours ont consécutivement remporté des prix remarquables ces dernières années. Ils ont aussi obtenu
des bourses vont vers la Chine, vers le Chinois qui financera leurs études en Chine. Nous comptons sur vous, chers étudiants, chers élèves, au terme de cette entreprise. Et nous espérons que vous allez amener les meilleurs résultats possibles. Nous n'espérons pas à travers le néant, nous espérons à cause des compétences de ces enseignants. Ces concours visent à renforcer les relations entre le Mali et la Chine. C'est aussi une manière d'inciter les Maliens à s'intéresser à la culture chinoise. La plateforme Youth for Climate, la jeunesse malienne s'engage, a été lancée ce lundi à Bamako. À travers cette plateforme, les jeunes Maliens s'impliquent dans la lutte contre le changement climatique. Le lancement a été présidé par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Reportage Agibou Koulibaly et Djili Makanjabati. Le Mali fait face à de nombreux défis climatiques tels que des sécheresses, des inondations et l'avancée du désert qui aggravent les pénuries d'eau et de nourriture. En réponse, le gouvernement a mis en place des stratégies et politiques pour atténuer les effets du changement climatique. Les jeunes jouent un rôle crucial dans ces efforts grâce à leur énergie, innovation et engagement. La nouvelle plateforme Youth for Climate, la jeunesse malienne s'engage, vise à fédérer les initiatives des jeunes pour un impact durable. Messieurs et mesdames les jeunes, porteurs d'idées innovantes et de solutions audacieuses qui peuvent transformer le Mali et le Sahel face aux défis environnementaux et climatiques qui s'exacerbent. Votre participation active est impérative donc, pour s'assurer que les politiques de développement et les mesures prises prennent en compte les besoins réels et urgents du Mali et du Sahel en matière de transition climatique. Votre énergie, votre créativité et détermination constituent des leviers fort importants d'influence pour créer ces changements transformationnels souhaités pour adresser les questions environnementales. Nous travaillons beaucoup avec les jeunes à l'ambassade de Belgique et l'environnement, le changement climatique, c'est vraiment une priorité de notre coopération au développement au Mali. Et nous sommes tous, au niveau mondial, confrontés à une crise climatique. C'est important que tout le monde se mobilise. Et la Belgique a été pionnière sur le projet Youth for Climate. C'est pourquoi nous voulions vraiment soutenir le lancement de cette initiative au Mali avec les jeunes. Pour le diplomate italien, il n'y a pas de plan B pour sauver la planète. Nous n'avons qu'une seule terre à préserver. Il faut se rappeler, comme on le dit parfois en Europe, que normalement, on pense à un plan A, un plan B, mais dès qu'on pense à ces planètes, il n'y a pas de planète B. Il y a seulement une planète A. Il y a 7 planètes. Et il faut les sauver de phénomènes qui peuvent les mettre en crise. Quant au ministre en charge de l'environnement, il estime que la détermination et le dynamisme des jeunes sont fondamentaux pour préserver l'environnement. La plateforme Youth for Climate Mali n'est donc pas seulement une réponse directe aux défis environnementaux, mais également un véritable catalyseur d'actions concrètes soutenues par les politiques existantes et la passion de notre jeunesse. Chers amis jeunes, je tiens à vous encourager vivement à saisir cette opportunité avec détermination et persévérance. Votre engagement et votre travail infatigable sont essentiels pour le succès de cette plateforme et par extension pour la réussite des objectifs climatiques de notre pays. La nouvelle plateforme Youth for Climate, la jeunesse malienne s'engage, marque le début d'un tournoi décisif dans la lutte contre le changement climatique au Mali. Elle représente une lueur d'espoir et un appel à l'action pour tous les jeunes engagés dans la protection de notre environnement. L'espace aérien malien s'enrichit avec une nouvelle compagnie. Il s'agit de Kangala Air Express qui va assurer une desserte de quelques villes principales du Mali et les pays de l'AES. Le président directeur général des aéroports du Mali, colonel Lassina Togoula, revient sur les opportunités qu'offre cette compagnie à la clientèle malienne. Nyanya Aliou Traoré et Tayeb Adjaouyakoui. Accroître l'offre de services de transport aérien afin de booster la mobilité des voyageurs, c'est entre autres raisons principales de la venue dans le ciel malien de Kangala Air Express.
Mais ce n'est pas tout. La compagnie se donne pour objectif de connecter davantage les populations de l'AES afin de rendre encore plus effectives les ambitions de nos chefs d'État, capitaine Traoré du Burkina Faso, colonel Goïta du Mali et général Tchani du Niger. Les plus hautes autorités de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui a instruit à son gouvernement de prendre les dispositions pour pouvoir soulager les populations partout où elles se trouvent et les permettre de pouvoir rejoindre les familles. Pour cela, en fait, nous avons accepté de donner une dérogation à cette compagnie qui est Kangala Air Express, une compagnie de droit burkinabé, pour pouvoir effectuer le transport domestique sous-régional vers Bamako. Kangala Air Express cible les ressortissants de l'Alliance des États du Sahel jusqu'à l'intérieur des pays respectifs. Oui, elle s'est donnée pour mission de desservir des villes secondaires au Mali depuis l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Ce que nous ambitionnons, c'est de faire en sorte que la desserte puisse concerner d'abord toutes les villes du Mali. Et ensuite, la liaison puisse être créée entre les pays les plus proches, c'est-à-dire d'abord en commençant par les pays de l'AES, le Burkina et le Niger. La compagnie a effectué son premier vol inaugural sur Kai, Bamako-Kai, et aujourd'hui on est déjà à plusieurs vols effectués, dont deux vols par semaine, effectués au plus grand soulagement des populations avec un prix vraiment à la portée de nos populations. Et également, il y a eu le vol inaugural qui s'est passé ce samedi sur Gao et qui ambitionne pas seulement de se limiter à Gao, mais faire Bamako, Gao, Niamey, Niamey, Gao, Bamako, pour pouvoir prendre en compte ces passagers, ces Maliens ou en tout cas ces gens qui sont au niveau du Niger et qui désirent se rendre à Bamako. Et les autres destinations, Tombouctou, Mopti, Nioro du Sahel et Sikasso, font partie aussi des ambitions que nous sommes en train de développer, qui se feront à moyen terme. La compagnie effectuera des vols qui vont relier directement les 3 pays de l'AES et aussi de faire des vols sur la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire. Et également aussi, ce que je voudrais ajouter, c'est le fret aussi que la compagnie aussi a mission de développer. La nouvelle compagnie dispose déjà d'une flotte de 2 ATS 72-500 pour les vols commerciaux et d'un jet privé. Elle ambitionne également de développer un réseau de cargo pour faciliter davantage les échanges commerciaux. Nous pouvons aujourd'hui exprimer notre fierté à l'endroit de cette compagnie qui vient s'ajouter à la compagnie Sky Mali, qui est également aussi déjà dans le ciel malien. Je voudrais rappeler à tous que la vision du chef de l'État, c'est axée sur la population. Et donc c'est cette population qui est au cœur de tout ce que nous faisons tous les jours. Et donc fort de ça, tout ce qui va dans le soulagement de ces populations fait partie de la priorité absolue. Les billets Kangala Air Express sont à partir de 140 000 francs CFA, accessibles dans les agences de voyage et principalement à Africail. Présentation cet après-midi du rapport annuel 2023 du Sincère ANR au Premier ministre et aux membres du gouvernement. Sur les 55 actions prioritaires, 20 ont été réalisées, 33 sont en cours et 2 non encore commencées. Après avoir remercié le comité indépendant pour la qualité du travail, Dr Shogel Kokala-Maïga a déclaré que ce rapport constitue une feuille de route pour le gouvernement. Des membres du gouvernement qu'il a aussi salué les actions posées dans le domaine de la défense, de la sécurité et de la diplomatie. Nous y reviendrons plus en détail dans nos futures éditions avec Mamadi Koné. Le bureau malien du droit d'auteur a tenu ce matin la 46e session de son conseil d'administration. La rencontre est mise à profit pour évaluer le bilan à mi-parcours de l'année 2024. Les administrateurs échangent autour des réalisations estimées à plus de 560 millions sur une prévision de plus de 840 millions de francs CFA. Reportage Moussa Kamara.
Cette 46e session du conseil d'administration du Bureau malien des droits d'auteur est consacrée à la répartition des fonds recouvrés auprès des sociétés de téléphonie. Au total, plus de 367 millions seront partagés entre plus de 2000 artistes enregistrés au niveau du Bureau malien des droits d'auteur. L'essentiel sera consacré sur le schéma de répartition. Nous sommes à quelques jours de la tenue de la fête de Tabaski. Il faudrait qu'on puisse arriver à faire la mi-parcours pour que les artistes puissent avoir leurs droits. En ce qui concerne les auteurs, compositeurs, ils sont au nombre de 1857 et il y a des arrangeurs qui s'y ajoutent, les éditeurs, les auteurs chorégraphiques, les auteurs plasticiens. Donc en tout et pour tout, nous avons près de 2000 bénéficiaires. Malgré les difficultés économiques, le Bureau malien des droits d'auteur a pu réaliser certaines activités pour l'année en cours. Ce programme d'activité vise à consolider les acquis et s'inscrit dans la perspective d'amélioration des conditions de vie des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques et du personnel. Le Bureau malien des droits d'auteur a pu faire une réalisation d'un montant de 561 867 032 francs CFA en ressources propres sur une prévision de 841 775 658 francs, soit un taux d'exécution de 66,75% à mi-parcours. Ce montant représente les redevances de droits d'auteur et de droits voisins payées par les sociétés de téléphonie, notamment Orange Mali et Move Africa, sur l'exercice 2022-2023, et plus particulièrement Orange Mali sur l'exercice 2023. C'est ce montant qui est réparti après déduction des retenues statutaires. Avec l'accompagnement des autorités, le Bureau malien des droits d'auteur entend poursuivre ses efforts dans le recouvrement des arriérés des droits d'auteur et des droits voisins. Il met en œuvre également la rémunération pour la copie privée et la reproduction par reprographie des œuvres des auteurs enregistrés. Les acteurs en charge du projet de santé des adolescents au Mali, SAM et droit et innovation en santé sexuelle et reproductive à Kaïélé sont en conclave. L'objectif est de fournir de l'information et des conseils sur l'orientation générale des deux projets en matière de développement de la santé maternelle, néonatale et infantile. Ces projets sont financés par le gouvernement du Canada. Inaba. Cette deuxième réunion du comité de pilotage a pour but de passer en revue les réalisations de 2023, les difficultés rencontrées et les perspectives pour l'année 2024. Il s'agit du projet Santé des adolescents au Mali, SAM, et droit et innovation en santé sexuelle et reproductive à Kaïélé. Les deux projets visent à permettre aux femmes et aux adolescents du Mali de bénéficier de services de santé de qualité adaptés à leurs besoins. Ces deux projets sont financés par le gouvernement du Canada. Les femmes, les adolescentes et les filles sont au cœur de la programmation du Canada au Mali et partout dans le monde, et ce, conformément à sa politique d'aide internationale féministe. Celle-ci prévoit qu'au moins 95% du financement de l'aide internationale au développement du Canada cible principalement la réduction des inégalités de genre et le renforcement du pouvoir des femmes, des adolescentes, des filles et de leurs droits fondamentaux, y compris la protection contre les violences basées sur le genre. Le projet SAM et Yélé appuie le département de la santé dans la mise en œuvre du programme de développement socio-sanitaire pour l'amélioration de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Les zones ciblées sont le district sanitaire de Koulikoro et de Kaï. Le budget du projet, c'est à peu près 20 millions de dollars, donc aux alentours de 8 milliards de francs CFA. Dans la région, nous avons des familles qui commencent à changer, ou disons qui ont changé. Au niveau des filles, par exemple, on avait un chômage, ou disons une déscolarisation élevée des filles liées aux menstruations. Nous approvisionnons les lycées de Nioro, de Yilimane, de Bafoulabé et de Djema. Nous les approvisionnons en matière de protection pour l'hygiène. Puisque nous intervenons depuis 10 ans dans la région de Koulikoro, à travers l'ancien projet, nous avons
sillonner d'autres districts sanitaires. Donc le choix de ce projet vient du besoin estimé de ces 3 districts sur la santé des adolescents. Et également, il y a d'autres thématiques, le mariage précoce, qui est beaucoup plus répandu dans ces zones. Les 2 projets mettent à la disposition des adolescents, des jeunes, des contenus de sensibilisation sur les droits et la santé reproductive, les violences basées sur le genre et l'égalité entre le genre. Cette rencontre nous offre également l'occasion de remercier très chaleureusement le partenaire canadien pour l'ensemble de ses actions et appuis en faveur du développement de notre pays, notamment dans le domaine de la santé maternelle et néonatale. Malgré la conjoncture internationale et le contexte national, votre pays ami du Mali continue à soutenir et d'agir pour le bien-être des populations maliennes. 26 projets bilatéraux sur les 55 financés par le Canada sont actuellement en cours d'exécution au Mali. L'objectif visé par le comité conjoint est de fournir de l'information et des conseils sur l'orientation générale des 2 projets en fonction des priorités du gouvernement en matière de développement de la santé maternelle et néonatale. 242 000 kg de semences, dont 339 000 de semences de pré-base et la formation de 42 000 acteurs, ce sont là, entre autres performances de l'Institut d'économie rurale IER en 2023. La structure tient son 30e comité de programme au cours duquel une 50aine de documents sont soumis à l'appréciation des experts pour l'amélioration de la production et de la productivité agricole au Mali. Batraoré nous en dit plus. Techniciens, cadres et experts de l'Institut d'économie rurale IER et leurs partenaires sont réunis pour une journée cruciale, le comité des programmes. Cet espace est le cadre approprié pour partager les résultats de la recherche agricole et de faire de nouvelles propositions pour l'amélioration de la production et de la productivité agricole. Déjà, les résultats de l'exercice 2023 sont nombreux et appréciables malgré les défis. L'IER a produit durant la campagne 2023-2024 pour toutes les cultures confondues 242 122 kg de semences, dont 39 810 de semences de pré-base, contre 33 461 en 2022, 62 209 kg de semences de base contre 83 755 en 2022, 18 504 kg de semences hybrides contre 4 630 kg en 2022. Les recherches ont également permis la mise au point de nouvelles variétés et des techniques culturelles et de protection phytosanitaire et environnementale. Tout cela est soutenu par la formation des acteurs. L'IER a formé 42 867 acteurs, dont 38% de femmes, dans divers domaines de la production et de la transformation des produits agroalimentaires. J'ose espérer qu'au sortir de ces échanges, les rapports seront examinés sans complaisance et vous aurez touché du doigt les goulots d'étranglement et qui vous permettra, je suis convaincu, de vous projeter et en élaborant un nouveau programme pour les années à venir. Les défis liés aux effets des changements climatiques et l'accaparement des terres de la recherche pour d'autres fins font partie de la 50aine de documents soumis à l'appréciation des experts au cours de ce 30e comité de pilotage des programmes de l'IER. Fin à Tombouctou de l'atelier B2B de mise en relation des acteurs de la région. Il était couplé à une mini-foire des intrants agricoles afin de faciliter l'accès aux producteurs et transformateurs. Les résultats issus des 3 jours d'échange ont rehaussé le niveau d'espoir de productivité et de rendement en matière de sécurité alimentaire. Reportage Yéatandina. Initié par Fit the Future Mali Sougou-Yiroua, financé par l'USAID et mise en œuvre par le consortium CARE International, Amassa Afrique Verte et Amprod Sahel, cet atelier B2B de mise en relation des acteurs en partenariat avec la plateforme multi-acteurs a été un véritable espace d'échange et d'accroissement des revenus, mais aussi une opportunité d'engagement. Rappelons que l'atelier de mise en relation des acteurs du marché pour l'acquisition des intrants agricoles de l'année dernière, avec la participation de 54 OP et 14 agrofournisseurs, a enregistré la signature de 46 contrats de fourniture de produits entre les OP et les agrodealers pour un chiffre d'affaires global d'environ 1,5 milliard de francs CFA. En termes de suivi des engagements pris l'année dernière, près de 90% de ces engagements ont été conclus.
Pour des engagements pour l'achat des produits semences, engrais, pesticides, herbicides d'un montant de 444 536 000 francs CFA et une vente directe des produits agricoles à la mini-foire de Tombouctou couplée à un atelier B2B de mise en œuvre des acteurs. Ce résultat a été fort apprécié par les autorités régionales, mais aussi la plateforme multi-acteurs. Je reste convaincu qu'une des voies du développement du monde rural est la mise en relation des acteurs du marché en vue de maîtriser la chaîne de valeur de nos différentes spéculations. La PMA reste résolument engagée pour diversifier le partenariat, notamment avec la BNDA, pour faciliter l'accès au crédit pour nos OPI. Et ce, avec l'implication de toutes les chambres consulaires et surtout notre partenaire privilégié, je voudrais dire Suguirwa. Les résultats obtenus sont fort appréciables avec une évolution positive par rapport à la précédente fois, avec un montant total des engagements financiers de 459 318 350 francs, dont 444 536 150 uniquement pour les intrants agricoles. Cela dénote la volonté des opérateurs agricoles à contribuer au rehaussement du taux de rendement de nos différentes spéculations. Pour la circonstance, une vingtaine de stands exposaient des produits agricoles, intrants, semences, pesticides et autres, afin de faciliter l'accès aux agriculteurs et transformateurs de la région. 90 milliards de francs CFA, c'est le coût global du projet de restauration des terres dégradées au Mali dans les régions de Kayes, Koulikoro, Mopti et Ségou. Le lancement de ce projet a eu lieu vendredi à Ségou. Sa mise en œuvre touchera 2,3 millions de personnes à travers le Mali. Reportage Honoré Tchenou et Moussa Fofana. PRTD, projet de restauration des terres dégradées au Mali, une réponse du gouvernement malien aux conséquences néfastes des changements climatiques. À travers cette cérémonie de lancement du projet, les partenaires impliqués dans la mise en œuvre s'approprient le projet en vue d'une meilleure exécution dans la région de Ségou. Le coût global du projet dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et Mopti s'élève à 90 milliards de francs CFA financés par la Banque mondiale. Ce projet financera prioritairement le renforcement des capacités des cadres maliens, tout ce qui est formation certifiante ou diplômante en lien avec les objectifs du projet. Ce projet apportera un appui institutionnel aux services techniques impliqués dans la mise en œuvre du projet. Le projet financera tout ce qui est sous-projet en lien avec la restauration des paysages dans le delta intérieur du Niger. En plus de la présentation du projet, la collecte des besoins, l'avis et la contribution des partenaires sur les activités projetées dans la région de Ségou. Dans la région de Ségou, ce sont 9 communes qui sont ciblées sur la base de l'indice de vulnérabilité. J'engage l'ensemble des structures techniques, des ministères sectoriels concernés, ainsi que l'unité de gestion du projet, à œuvrer chacune en ce qui la concerne pour la bonne mise en œuvre du projet en vue de l'atteinte des objectifs assignés, au bénéfice des populations si chères au président de la transition. La mise en œuvre du projet va toucher 2,3 millions de personnes dans 87 communes au Mali pour une durée de 7 ans. Et nous allons à Koutchala pour la tenue d'une session de dynamisation des commissions foncières COFO organisée par l'ONG AMED à l'intention de plusieurs organes et acteurs concernés par la gestion foncière. L'objectif est de favoriser un dialogue constructif entre les acteurs de la justice et les membres des COFO, entre autres Brahima Kone, compte rendu. Ces échanges initiés par l'ONG AMED ont dans un premier temps permis aux acteurs de la justice, aux membres des commissions foncières COFO et à la société civile de s'entretenir sur le renforcement de la collaboration entre les acteurs formels de la justice et les COFO. Nous sommes dans le cadre d'un projet qui a pour objectif de contribuer à une gestion durable et apaisée du foncier agricole à travers la redynamisation des commissions foncières. La rencontre qu'on tient aujourd'hui a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs de la justice et de favoriser un dialogue constructif entre les acteurs de la justice et les membres des commissions foncières. Un juge qui tranche un litige foncier
sans commission foncière n'est pas sûr d'avoir une très bonne décision. La commission foncière te dit la vérité. Elle prend son temps, elle cherche la vérité entre Zampé et Mamadou, à qui appartient la propriété. Il faut leur retourner ce pouvoir de décision, ce pouvoir d'investigation pour avoir une très bonne décision. Une seconde cohorte constituée des membres et présidents des commissions foncières communales et villageoises, des responsables de certaines organisations de la société civile, a œuvré pour la dynamisation des COFO. Nous avons constaté qu'il y a un déficit de collaboration entre les commissions foncières et les acteurs de la justice. Donc si l'ONG Ahmed, à travers son initiative, apporte sa contribution dans la résolution de ce problème-là, je crois que c'est une très bonne chose qui va faire avancer, n'est-ce pas, les objectifs que le gouvernement de la République du Mali s'est fixés en matière de politique foncière agricole. La légitimité d'une intervention autoritaire de l'État sur la répartition des droits fonciers est souvent contestée. C'est pourquoi le gouvernement de la République du Mali a inscrit dans ses politiques les questions de sécurisation du foncier agricole et le développement durable comme un défi majeur à relever. Cette initiative de l'ONG Ahmed devra contribuer à résoudre les problèmes d'accès à la terre et aux ressources naturelles, toutes choses qui permettent la bonne marche des politiques de développement. En troisième région, Souleymane Koné, le président sortant du conseil patronal de la région de Sikasso, est réélu pour un nouveau mandat. Il dirige un bureau de 15 membres élus samedi à Sikasso au cours de l'Assemblée générale élective du conseil patronal de la région. Moustapha Doumbia, Souleymane Bamba. C'est un bureau élu à 89% qui est désormais chargé de défendre les intérêts des membres du conseil patronal de la région de Sikasso. Un bureau de 15 membres plus 7 constituant le comité stratégique. Le nouveau bureau qui est élu pour 5 ans est dirigé par Souleymane Koné. Nous avons plusieurs activités à mettre en œuvre durant ce nouveau mandat. Nous attendons poursuivre les activités de formation et de financement. Nous avons déjà accompagné les acteurs évoluant dans l'aviculture et l'embauche bovine. Il s'agit aujourd'hui de poursuivre ces activités pour développer nos secteurs. À l'ouverture de l'Assemblée générale élective du Conseil patronal, le premier adjoint au maire de la commune urbaine de Sikasso a remercié les opérateurs économiques pour leur résilience face aux conséquences du coronavirus. Le vice-président du Conseil régional a invité les entrepreneurs à plus d'union. Il est de votre mission de faire des démarches auprès de l'État et des partenaires techniques et financiers afin qu'ils comprennent qu'il n'existe aucune formule miracle pour créer l'emploi. Seule l'entreprise peut en créer. Comme on le dit souvent, seul on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Le nouveau bureau du conseil patronal de la région de Sikasso est élu à 59 voix pour, 6 contre et 1 bulletin nul. 300 jeunes chrétiens et musulmans des régions de Mopti et Bandiagara apportent leur contribution à la construction des communautés religieuses inclusives, ouvertes et constructives. Le but est de promouvoir la liberté de religion et de croyance pour une paix durable dans le centre du pays. Reportage Boubacar Sankari. Musulmans, catholiques et protestants main dans la main pour prêcher la paix et la cohésion sociale. Un signal fort qui augure de belles perspectives en faveur de la stabilité dans le centre du pays. Ce forum des jeunes de foi sur le thème Mali des croyants reste un peuple, un but, une foi est organisé par l'initiative de paix au Sahel, SPI. L'objectif de ce forum des jeunes de foi, c'est engager la jeunesse à construire un pays apaisé dans lequel la religion n'est pas instrumentalisée pour la violence. Pendant 2 jours, les leaders religieux chrétiens et musulmans ont donné des enseignements sur la coexistence pacifique et le dialogue à 300 jeunes de foi venus des régions de Bandiagara et Mopti. Aussi, les jeunes et leurs leaders se sont engagés pour la consolidation du dialogue interreligieux. Il est plus que urgent pour les religieux de se retrouver pour dire non, ce n'est pas nous les acteurs de cette guerre. J'ai beaucoup d'espoir
pour le fait que des activités de ce genre se multiplient. Nous, chrétiens et musulmans, se réunissons pour éveiller les consciences des populations sur la nécessité du dialogue entre les religions afin d'éviter les conflits. Des prestations folkloriques à travers chorégraphie, chants, danse et contes pour sensibiliser le public sur la tolérance et l'acceptation religieuse ont mis fin à ce forum des jeunes de foi sur la cohésion sociale dans la région de Mopti. Le programme Voice, qui vise à faire entendre la voix des personnes vivant avec un handicap, est arrivé à terme. Après 8 ans d'existence, ce programme a été financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas pour un montant de 3 milliards de francs CFA et mis en œuvre au Mali par Oxfam. Un événement final dénommé Douba Domba a été organisé jeudi à l'occasion de la clôture du dit programme. Soumao Aïdara, compte rendu. Soutenir les personnes vivant avec un handicap, les groupes victimes de marginalisation et de discrimination, en faisant entendre leur voix, est la principale aspiration du programme Voice. Après 8 ans de mise en œuvre, le programme a pris fin cette année avec beaucoup de satisfaction. C'est donc le moment pour les initiateurs de célébrer le succès de Voice avec un événement final appelé Douba Domba. Douba, c'est notre référence. Maintenant, quand on dit Doba, le jour qu'il y a la fête, tout le monde va fêter dans la grande famille. Donc nous, on estime qu'après 8 ans vraiment de travail, c'est le temps de célébrer les résultats de la fête du programme. Et ça se fait en grande famille. Je dirais plutôt que c'est les détenteurs de droits qui ont prévu de poursuivre ce que nous avons bâti ensemble. Et nous les avons accompagnés. Et ce que nous recherchons, et eux-mêmes ils ont promis de continuer avec ce que nous avons commencé ensemble. Le programme Voice a été financé durant ces 8 années par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas pour un montant de 3 milliards de francs CFA. Il est exécuté au Mali par Oxfam International qui lutte contre la pauvreté et l'injustice. Le programme Voice a été exécuté de 2017 à 2024. Durant son exécution, nous avons alloué divers types de subventions à 59 associations et ONG, dont 26 organisations dirigées par des femmes. Le montant total alloué de ces subventions s'élève à plus de 3 milliards de francs CFA. Les spécialistes en droit qui sont les bénéficiaires ont à leur tour réalisé plusieurs projets dans le cadre de leur autonomisation. Ils souhaitent néanmoins la continuité de ce programme ou la création d'un autre destiné à défendre davantage leurs causes. Clôture de la formation sur 10 maladies courantes à l'intention de 500 femmes des communes rurales de Gori et de Maracafo, initiée par le projet Santé, Appropriation et Action locale SAL. Cette formation a pour objectif de sensibiliser le maximum de femmes sur les dangers de ces maladies. Le point avec Kansoutou Kanouté. Débuté le 13 janvier 2024, simultanément, dans la commune de Gori et de celle de Marinkafo, dans le secteur de Yélimane, situé à 150 km de Caille, la formation de sensibilisation sur 10 maladies à l'intention de 500 femmes, dont 250 à Gori et 250 à Dogofri, a pris fin le 31 mai dernier. Nous avons jugé nécessaire d'intervenir dans le domaine de la santé, puisque dans notre contrée, il y a certaines maladies qui vraiment nos populations sont confrontées. Parmi ces maladies, nous avons jugé nécessaire d'intervenir sur ces maladies, sont entre autres le diabète, l'hypertension, la malnutrition infantile, le paludisme. Ce sont des maladies qui sont très fréquentes dans notre zone. Nous avons monté un projet pour pouvoir sensibiliser les populations de notre contrée sur les symptômes, la prévention de ces différentes maladies. Après cette formation, j'invite toutes les mamans à serrer la ceinture afin de suivre à la lettre les conseils donnés par les formateurs sur ces 10 maladies pour non seulement leur bien-être, mais aussi et surtout celui des enfants.
Nous remercions sincèrement les initiateurs. Première du genre, cette formation a été bien accueillie par les 2 communes rurales concernées. Nous sommes contents avec la formation en matière de changement sanitaire et mentaux importants en ce temps. Et qu'ils sont motivés dès qu'ils veulent que ça continue, même l'année prochaine, et tout ce qu'on peut faire pour eux. Rappelons que cette formation sur les 10 maladies les plus courantes à Gori et à Doofri a été initiée par le projet Santé Appropriation et Action Locale SAL et pilotée par l'association des élèves et ressortissants de la commune de Gori, ACRG, et l'association des jeunes de Marinkafo AGM dans le secteur de Yilimane sur financement de la députation de Huelva en Espagne. Direction la Mecque à présent. L'équipe médicale chargée du suivi des pèlerins maliens en Arabie Saoudite est à pied d'œuvre pour la prise en charge des cas de maladie. Nos envoyés spéciaux Brahima Koulibaly, Ousmane Famboukuri Traoré et Noum Sissoko ont fait un tour dans l'infirmerie. Suivons. C'est une équipe médicale forte de 8 médecins, dont beaucoup de spécialistes, qui accompagnent les pèlerins maliens sur les lieux saints de l'islam. Une équipe qui a commencé à livrer des prestations depuis l'étape de Médine et poursuit le même exercice à la Mecque. À Médine, nous avons assuré la prise en charge de tous les pèlerins et nous avons eu à faire à peu près plus de 600 consultations. Et nous avons enregistré 3 cas graves, et dont un cas de décès à Médine. Et ensuite, l'équipe s'est transportée sur la Mecque, où nous sommes déjà à peu près à 180 consultations pour l'ensemble des pèlerins. Ici, à la Mecque, nous avons enregistré 2 cas graves, plus ou moins, liés à des chutes. Ces cas-là ont été pris en charge. Il n'y a pas eu de fracture. C'est des chutes qui ont entraîné des contusions, des entorses. Nous avons enregistré beaucoup plus de cas de flictène, qui est un peu lié à la chaleur, aux activités, le fait que les pèlerins marchent beaucoup. Donc ça entraîne des flictèmes et nous sommes en train de les prendre en charge efficacement. L'infirmerie est dotée de médicaments pour satisfaire les besoins des patients en matière de prise en charge. Nous avons également tous les médicaments qu'il nous faut et les autres intrants qu'il nous faut pour assurer la bonne prise en charge de tous les pèlerins. Les agents médicaux qui suivent les pèlerins travaillent nuit et jour pour venir en aide aux pèlerins malades. Nous vous en parlions dans les titres. Nous évoquons ce soir les règles douloureuses appelées dysménorrhée. Elles touchent beaucoup de filles et de femmes et se manifestent par des douleurs au niveau du ventre pendant le cycle menstruel. Plus de détails dans Focus Santé avec Koumba Sissé et Souleymane Diabaté. Nanette Koulibaly, c'est le surnom qu'on a donné à notre interlocutrice. Âgée de plus de 20 ans, elle a vu pour la première fois son cycle menstruel à l'âge de 13 ans. Et depuis, à chaque règle, elle sent des douleurs. J'ai une règle douloureuse quand ça vient. J'ai tellement mal et je fais 3 jours avec cette douleur. La période la plus difficile pour moi, c'est la saison froide. Parce que pendant cette saison, je peux dire que j'ai très très mal. Et parfois même, je peux me réveiller à 3 heures du matin, je ne dors pas. Il s'agit de la règle douloureuse ou encore appelée en d'autres termes médicaux, la dysménorrhée. Elle se manifeste sous forme de crampes au moment du cycle menstruel d'une jeune fille ou d'une femme. Ces douleurs surviennent très généralement de 2 façons. Nous avons la dysménorrhée fonctionnelle qu'on appelle très généralement la dysménorrhée primaire et la dysménorrhée secondaire qui est très généralement appelée la dysménorrhée organique. La dysménorrhée primaire, c'est très généralement des douleurs qui surviennent très généralement chez des jeunes dames, des gens qui viennent de voir leurs règles. Et c'est une douleur aiguë qui survient en ces temps-là, sans aucune autre explication souvent. Et dans ces cas, nous dirons que c'est bien sûr un phénomène idiopathique. La dysménorrhée primaire survient naturellement. Quant à la cause de la dysménorrhée secondaire, elle est précise. Par exemple, une femme, au cours de sa vie génitale, se met par exemple à faire un fibrome.
donc des fibromes qui surviennent, des fibromes qui sont excessivement douloureuses et qui donnent souvent des règles qui sont très abondantes. Et ça peut s'accompagner de la douleur. On appelle ça dysménorrhée secondaire ou dysménorrhée organique. Et il peut avoir aussi, ça peut être dû aussi à de l'endométriose. L'endométriose, c'est quoi? C'est chaque fois c'est-à-dire la couche qui est habilitée à recevoir l'œuf fécondé. C'est-à-dire si la femme tombe enceinte, là où l'œuf va être implanté, souvent cette couche-là, c'est une couche particulière qui peut se retrouver ailleurs. C'est-à-dire qui peut se retrouver dans les ovaires ou bien qui peut se retrouver dans d'autres organes. Et c'est ça qu'on appelle l'endométriose. Et chaque fois que ces phénomènes surviennent là, donc ça donne beaucoup de douleurs et souvent même pendant les menstruations. Pour soulager les patientes, les médecins font recours à différents types de traitements. Ainsi, le traitement peut être symptomatique, médicamenteux et même chirurgical en cas de fibrome. Au cas où la dysménorrhée est idiopathique, c'est-à-dire primaire, c'est un traitement symptomatique. Et le maître symptôme, c'est la douleur. Donc, c'est les antidouleurs. Et dans ces cas-là, la dysménorrhée va continuer à revenir au cours de chaque règle. Alors, souvent, elle est remédiée par souvent les grossesses. Bon, souvent, on voit que les symptômes diminuent beaucoup. Ou bien, avec l'âge aussi, lorsque le système, par exemple, devient beaucoup plus mûr, surtout le système génital devient beaucoup plus mûr, alors dans ces cas-là, ça disparaît. Mais au cas où c'est lié à une pathologie bien déterminée, par exemple en cas de dysménorrhée secondaire, si c'est des fibromes, la solution c'est quoi? Il faut enlever ces fibromes-là. Alors si c'est dû à des infections, alors on est obligé de faire ce qu'on appelle un prélèvement. Pour éviter des infections qui sont l'une des causes de la dysménorrhée, la petite fille ou la femme doit avoir une hygiène sexuelle. Et en ce qui concerne les douleurs au moment de la règle, les causes doivent être diagnostiquées afin d'éviter des complications qui peuvent aboutir à l'infertilité féminine. Football pour terminer au compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Aigles du Mali joueront ce mardi à Johannesburg en Afrique du Sud contre Madagascar. Ce match de la 4e journée est très important, voire capital pour les Aigles qui sont 4e dans leur groupe avec 4 points. Les enjeux de la rencontre avec Aridou Matina. Avec 4 points en 3 rencontres dans son groupe I des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la sélection nationale battue lors de la 3e journée à domicile par les Black Stars du Ghana, le Mali a obligation de résultats ce mardi lors de la 4e journée contre les Barrières de Madagascar. Ça sera la première sortie des Aigles à l'extérieur depuis le démarrage des qualifications. Les Barrières de Madagascar n'ayant pas un terrain homologué ont choisi l'Afrique du Sud, notamment Johannesburg, pour recevoir les Aigles. Désormais 4e du groupe I avec 4 unités, l'équipe nationale qui sort d'une défaite amère à domicile n'a d'autre leitmotiv si ce n'est la victoire ce mardi, car un tout autre résultat face aux insulaires hypothéquerait considérablement ses chances de pouvoir décrocher l'unique ticket de qualification pour le mondial. Le peuple malien confiant et mobilisé derrière son équipe nationale, il revient ainsi à la banne à Eric Sékou Chel de se transcender en vue de redonner du sourire au peuple malien qui rêve de voir sa sélection nationale pour la première fois de son histoire à la grande messe du football mondial en 2026. Madagascar-Mali, c'est ce mardi à partir de 13h, heure de Bamako, au First National Bank Stadium, un stade de 94 736 places situé à Johannesburg dans le quartier de Soweto. La rencontre sera dirigée par un quatuor d'arbitres gabonais avec au centre Tanguy Patrice Mébiane. Et ce communiqué de presse avant de refermer ce journal, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, informe l'opinion nationale que la sélection nationale senior de football, les Aigles, s'est envolée ce jour, lundi 10 juin 2024, à bord d'un appareil de la compagnie Ethiopian Airlines
pour Johannesburg en Afrique du Sud dans le cadre du match délocalisé de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde contre son homologue de Madagascar. Le département en charge des sports avait pris toutes les dispositions pour l'affrètement d'un vol spécial afin que la sélection nationale puisse voyager dans les meilleures conditions. Toutefois, suite à des problèmes techniques évoqués par l'agence de voyage, le département, en rapport avec la direction des aéroports du Mali, a pris de nouvelles mesures pour assurer le voyage de la délégation sportive en Afrique du Sud. Il est à noter que cette situation n'a pas empêché à notre sélection nationale de football de s'entraîner normalement au centre pour sportifs d'élite Ousmane Traoré de Kabbalah. Par ailleurs, le département précise que les arriérés de primes du staff technique et des joueurs ont été intégralement payés avant le match contre le Ghana. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, rassure l'opinion que les dispositions seront prises pour situer toutes les responsabilités. Le ministre invite par la même occasion le peuple malien à l'union sacrée autour de la sélection nationale, symbole de l'unité et de la cohésion sociale. Le ministre sait compter sur la bonne compréhension de tous. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.